Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, l'espace d'un podcast, nous allons enfin terminer à date la filmographie de Xavier Jeance après une petite pause. Alexandre Bustier et Julien Maury, sur lesquels justement on était revenus, on a fait une mise à jour de leur filmographie. Et peut-être que nous referons ça pour Xavier Jeance dans ses futurs projets. Mais là, nous arrivons pour le coup à son œuvre la plus récente. Et quand j'entends récent, c'est très récent puisqu'elle est sortie l'an dernier. Et d'ores et déjà, d'ailleurs, une suite est annoncée. Donc pour le coup, peut-être en 2025 pour 2026, nous reviendrons sur Xavier Jeance, donc peut-être plus tôt que nous avions fait sur Alexandre Bustier et Julien Maury. Avec mon très cher ami Jules Melon, nous allons nous attarder aujourd'hui sur Sous la scène. Alors, Julien, tout d'abord, comment vas-tu? C'est la question rituelle. Bah écoute, fort bien. Bonne année d'ailleurs. Oui, bonne année, tout à fait. C'est ça, et puis bonne année à ta communauté aussi, mais on partage pas mal d'abonnés, donc de toute façon. Et oui, Xavier Jeance, quand tu disais on espère faire d'autres, oui, il faut pas qu'il finisse sa carrière dessus. Ah non, ça c'est sûr. Mais Sous la scène 2 sera-t-il réalisé par Xavier Jeance? C'est bien, il y aura un autre metteur en scène, peut-être Yannick Dahan. Oui. Et voilà, pourquoi dis-je Yannick Dahan? Oh, tu vas très vite le dire. Alors oui, sur la scène, effectivement, il faut effectivement poser. Donc c'est le dernier film de Xavier Jeance. C'est une écriture à 6 mains, puisqu'on trouve effectivement Yannick Dahan à l'écriture et alors j'ai plus le nom sous les yeux de leur troisième Laronne, je ne sais pas si on. Maud et Wong qui a participé à la Horde aussi, donc le film de Yannick Dahan aussi. Donc, tout est lié. Est-ce qu'on disait en off, peut-être, qui sait revenir quand nous aurons fini, pour le coup, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais sur pourquoi pas la Horde de Yannick Dahan, pour le coup. Mais là, donc, pour le coup, il est question donc, de Sous la scène. Donc, il est sorti l'an dernier, c'est une production donc, Netflix. On y retrouve au casting, au passage, un Nassim Liès qu'on avait déjà vu dans le précédent Farang. Bérénice Bejo, qui est donc la protagoniste, pour le coup, le personnage de Sophia. Léa Lévian, qui joue Mika, la jeune fille, la jeune activiste écolo sur laquelle protectrice des animaux dont on allait parler tout à l'heure. Et Anne-Marie Vin, qui joue, bien sûr, la mairesse de Paris. Oui, voilà, Valéria Hidalgrès, on va l'appeler comme ça, parce que c'est un mix improbable entre Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Avec tout le macronisme derrière, t'as tout un mélange là-dedans. Oui, c'est peut-être elle le monstre du film en fait. Oui. On va savoir. Et je dirais peut-être que c'est peut-être ce qui justifie à minima le visage du film. Je ne sais pas. Nous allons en reparler. Pardon. Ah peut-être. Peut-être. Alors sachant au passage, c'est vrai qu'on avait posé un petit peu c'était pas mal cette norme un petit peu si je puis dire, ou cette structure de la carrière de Xavier Jeance depuis quelques épisodes déjà, c'est-à-dire un coup sur deux. Et nous avions terminé par un Farang sur lequel nous étions ultra enthousiastes, qui est quand même un film vraiment hyper intéressant. On était assez d'accord sur ça. Et là, donc voilà justement la question qui se pose, c'est un petit peu la problématique qui ouvre notre discussion, c'est est-ce que Sous la scène vérifie une nouvelle fois ce un coup sur deux? Nous allons, voilà, on va en parler justement juste après. Alors juste tout d'abord pour contextualiser un petit peu le synopsis, si je puis dire, de ce Sous la scène, nous sommes donc en été 2024. Paris va accueillir donc pour la première fois les championnats du monde de triathlon. Et donc pour le coup, la première épreuve de triathlon s'ouvre dans la Seine pour le coup. Et en parallèle, donc on suit un petit peu l'histoire de Sophia, qui elle est une scientifique qui travaille notamment sur les requins. Et donc on a tout ce trauma fondateur dans la séquence qui précède le générique, l'annonce du titre, Sous la scène, où elle perd l'ensemble de son équipe qui est massacrée par un requin sobrement intitulé Lilith, mais on y reviendra un petit peu plus tard aussi pour la subtilité évidemment de ce prénom qui est attribué au requin principal du film, requin qui a étrangement beaucoup grandi. Et c'est pas Evangelion, parce que je me souviens aussi de Lilith dans Evangelion. Voilà. Neon Genesis Evangelion, vraiment grande série d'animation qu'on vous conseille. C'est vrai, c'est super bien. Le long métrage aussi est très bien. Petite parenthèse, il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs. Tous les longs métrages, est-ce qu'ils en ont fait plusieurs? C'est vrai que The End of Evangelion et puis celui qui est sorti la 3.0 il y a 3-4 ans maintenant. Tout ça c'est très très bien. Voilà. Mais bon, restons Sous la scène parce que sinon on va se noyer. Et donc voilà, pour revenir à ça, donc elle a ce trauma fondateur. Et on va retrouver donc quelques années plus tard Mika, qui est une jeune activiste qui est dévouée à l'écologie, notamment aux requins en particulier, puisque c'est là où va se cristalliser un petit peu leur intérêt commun. Il y a un requin, donc le requin de Lilith qu'on va retrouver, sur lequel il y a un traceur, et on va découvrir qu'il a remonté la mer jusqu'à la Seine. Et pour le coup, le triathlon arrivant d'ici quelques jours, on a un requin qui a grandi de manière un petit peu exponentielle.
l'angoisse commence à monter, il va buter quelques personnes ça et là qui s'approchent trop près des rives de la Seine. Sophia et Mika, alors Mika ayant une sorte de démarche qui va poser moult problèmes à Sophia, vont essayer de retrouver Lilith pour pouvoir justement éviter un potentiel carnage. Voilà, ça. Et en parallèle, évidemment, on a notre mairesse qui veut absolument évidemment que ce triathlon ne soit pas annulé pour participer au rayonnement de la France, évidemment, puisque bien sûr tout Paris est tout beau, tout mignon, il faut montrer ça, il faut faire rayonner ça à l'étranger. Ah oui, elle est là en mode, voilà, en mode c'est mon Paris, c'est mon Paris, votez pour moi. Ah non, ça c'était un autre maire de Paris d'avant, il y a très longtemps. T'étais à peine né, hein, toi. Très très bonne imitation, si je tiens à dire. Oui, enfin bon, on était entre le bébé de chaud et les guignols de l'info. Là, mais c'est vrai que c'est un personnage. On verra. Le film se veut politique, ça on en parlera aussi à un moment. Bah écoute, je vais te lancer pour le coup tout de suite. Alors nous, moi je l'avais vu à sa sortie, toi aussi je pense, et donc tu l'as revu pour l'occasion, comme moi aussi je l'ai revu hier soir. Alors je vais te lancer, Julien, justement, après cette longue introduction. Eh bien écoute, qu'as-tu pensé de ce Sous la Seine? Est-ce que véritablement il témoigne encore une fois de cette malédiction Xavier Janssienne du un coup sur deux, ou pas peut-être? Ah là là, alors déjà on l'a revu, ce qui est quand même, c'est parce qu'on n'était pas très satisfait du premier visionnage, autant le dire. Mais non. En fait, il faut le revoir comme une sorte d'expérience sociale aussi. Pendant le visionnage, je me suis posé la question de est-ce qu'ils savaient où ils allaient avec ce métrage, parce que on voit un peu série Z dans les effets spéciaux, on en parlera. Bon, pourtant il y a quand même il y a du budget, hein, Netflix a donné de l'argent, mais bon. On voit que ça part en cahuète. Par moment, il y a des scènes avec les requins, on sent qu'ils se sont fait plaisir en mode c'est pas très réaliste, c'est pas bien grave de toute façon. Un requin à Paris, tout ça, machin, chose et tout. Sauf que le film se veut très sérieux avec une nuance de pas de pathos, mais pas loin, parce qu'elle se retrouve toute seule, l'héroïne, et en mode voilà, son compagnon a été bouffé, son équipe, on la voit souvent en mode trauma, quoi d'ailleurs. Le film essaye d'être dans un entre-deux qui ne fonctionne pas en fait. Essaye d'approfondir aussi ces potentiels liens sociaux entre les générations d'écolos, hein, si on veut, entre elle qui a expérimenté sur le terrain et la jeunesse qui n'a, qui est assez idéaliste, mais là elle va être confrontée vraiment aux problèmes à bras le corps. D'ailleurs, le discours sur les jeunes écolos, je le trouve un peu limite quand même, parce que ça donne un peu en mode oui, vous donnez des leçons, mais cassez-vous les petits cons à un moment. Et c'est vrai que là, je pense que Xavier Jean n'a pas eu son mot à dire. Je pense. Voilà, je pense que c'est plus Yannick Dahan en mode moi je veux un délire bien gorasse et tout. Alors là, les petits jeunes qui donnent des leçons, on va les donner à Cher à cadeau. Oh, méchant requin. Voilà, bon, c'est imitation, c'est pas loin de Maïté. Un petit hommage aussi à Maïté au passage. Maïté qui aurait peut-être fait une belle soupe de requin avec ce qu'on a dans le film, mais le film est un peu une soupe de requin, justement. C'est un peu ça le souci. C'est que tu mélanges, t'as toutes les influences de la Sharksploitation, plus les Dents de la Mer. On voit que Xavier Jean aime Spielberg, et tant mieux, et très bien. Très très bien. Il y a des scènes qui référencent directement les Dents de la Mer. Même la mairesse en tant que telle, c'est une sorte de... Oui, là c'est pas les touristes, mais c'est le triathlon, ce qui revient au même un peu. Et le film, il arrête pas d'être... On sait pas, des fois on veut rire, des fois on n'arrive pas à rire, parce que c'est pas assez loin pour qu'on rit. On essaye d'être en empathie avec les personnages, mais ça ne marche pas, on s'en fiche un petit peu de ce qui leur arrive en fait. Et on choisit des héros policiers aussi. Bon, c'est la police fluviale. Il n'y a pas de réalisme à ce niveau-là dans le film aussi, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. T'as l'impression d'être dans une utopie cinématographique de la part de Xavier Jean, qui de toute façon n'avait pas toutes les cartes en main, ça se sent. Il a essayé de se faire plaisir, mais est-il vraiment satisfait du résultat lui-même en tant que réalisateur? J'ai envie de dire, je pense que c'est un metteur en scène qui veut pas se prendre la tête parfois. On l'a vu avec Budapest. Là, il l'a fait aussi en mode récréatif un petit peu. Si ça peut lui permettre derrière d'avoir la possibilité de faire d'autres projets, comme on le dit, 1 sur 2, hop, on y va. C'est peut-être comme ça qu'il fonctionne. Mais bon, le film a eu un immense succès. Hein. C'est un des plus gros succès de Netflix de l'année dernière, donc il y aura une suite. J'ai presque envie de dire Xavier va voir ailleurs. Là, voilà, il y aura plein. C'est pas obligé qu'il prenne la suite en tant que réalisateur en soi. Non, mais c'est un film qui est château branlant. Voilà, on peut le dire comme ça. Et c'est pas une catastrophe ultime non plus, parce que je suis allé au bout du deuxième visionnage sans trop de mal finalement. Bon, mais qu'est-ce que tu retiens, à part certaines scènes, qu'est-ce que tu retiens vraiment du film, à part le chaos final à la rigueur qui pourrait donner une suite intéressante?
Mais il va falloir changer un peu l'équipe des scénaristes aussi. Hein. J'ai rien contre Yannick Dahan, hein, qui en soi nous a beaucoup accompagnés dans ses critiques et qui nous a pas mal inspiré aussi d'une certaine manière. Mais bon, j'ai pas vu La Horde, donc je sais pas ici, c'est une petite sortie de route. Mais je pense que le film, il y a trop d'idées qui se télescopent et qui ne vont pas ensemble, tout simplement. Voilà. Et on voit les idées de Xavier Jean sur certaines mises en scène. On voit, par exemple, cette intro qui cite Darwin en écho de la citation sur Nietzsche de Colskin. Bien évidemment, d'ailleurs, l'intro fait penser à Colskin aussi, parce qu'il y a une caméra sous-marine sous le... On voit, mais après, qu'est-ce qu'il a eu comme contrôle, Xavier? Bah, je pense pas grand-chose, à part certaines scènes, on lui a dit, vas-y, lâche-toi. Mais les CGI ont eu peut-être raison de sa créativité aussi. Et là, ça rappellera Hitman, par exemple, un peu aussi. Ouais. Ouais, le film, il y a des moments, c'est dur, parce que tu parlais tout à l'heure de Goras, en fait, je trouve que même, en fait, le film, bah, c'est vraiment un film, je pense que c'est un film de compromis, il y a beaucoup de choses où tu sens qu'il aurait pu aller plus loin. Soit, voilà, il y a cette hésitation, tu le dis très bien, constante entre, je sais pas vraiment si on est de la comédie d'horreur, si on est dans un film catastrophe qui se veut très très sérieux en appuyant le pathos sur le trauma, si on est dans une sorte de délire de Sharkploitation un peu gore, mais en réalité, en fait, le film n'est jamais gore véritablement non plus. En fait, il y a qu'à regarder Piranha 3D d'Alexandre Aja pour voir que faire du gore avec des créatures sous-marines, là, Aja le fait. Alors moi, c'est un film que j'aime beaucoup, et c'est un truc qui, pour le coup, me manque énormément là-dedans. En tous les cas, si le film voulait à fond là-dessus, en termes de tension, ça fonctionne pas vraiment, malheureusement. Je dirais qu'il n'y a qu'une seule séquence qui fonctionne bien. Alors, on spoil pas tout de suite, mais il y a je dis juste la citer comme ça, mais la séquence dans les catacombes, qui amène un tout petit peu de tension, mais c'est quand même très 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 peu, ça prend très peu, mais je trouve que c'est une des rares séquences qui visuellement fonctionne un peu, où il y a un peu de tension, où il y a un peu de violence, un petit peu, on est un peu pris, mais en fait c'est le seul truc, parce que moi pour le coup, donc je l'ai revu hier soir, je t'avoue que j'étais pas super enjoué de le revoir, et en le revoyant, bah, j'étais encore moins enjoué de l'avoir revu. Je crois que le second visionnage malheureusement a été bien pire que le premier, alors que paradoxalement, le premier, je l'ai vu sur tablette. Alors c'était pas ouf déjà sur tablette pour l'occasion. Là, je l'ai vu sur mon écran de taille quand même plutôt raisonnable. Donc je me suis dit peut-être que j'allais récupérer un petit peu au niveau de certains plans, de certaines séquences un peu plus spectaculaires. Je trouve que malheureusement le grand écran est un petit peu douloureux sur certains, notamment certains CGI qui sont assez catastrophiques. J'aime bien la fin en fait. Comme tu disais, moi je trouve qu'un des rares attributs positifs du film, c'est redondant attribut positif, mais un des rares attributs du film, c'est le final en fait. Le climax, je le trouve un peu rigolo dans ce qu'il fait, dans sa surenchère et dans son vers ce vers quoi il va en fait. Moi j'aime bien le final parce que je trouve qu'au moins là on lâche un petit peu les chevaux ou les requins, on y va à fond et ça bourrine, et on a une sorte de finale qui est intéressant et qui ouvre potentiellement sur quelque chose d'intéressant. Et puis sur 2-3 visières intéressants. Mais la mise en œuvre de ça, malheureusement, dans l'idée c'est intéressant. Encore une fois, je trouve que la mise en œuvre, elle ne suit pas. Et cette grande scène, ce grand climax qu'on attend de massacre, encore une fois, qui pour moi ne fait référence, mine de rien, ou fait écho, en tout cas chez moi, à Piranha 3D, parce que Piranha 3D d'Aja, on attend effectivement ce grand massacre au Spring Breaks. Là, on a quelque chose qui est donné. Le payoff vraiment de ce build-up, il fonctionne et on est rassasié, si je puis dire, à la fin. Après, on aime ou on n'aime pas Piranha 3D, mais n'empêche qu'il te donne ce que tu es venu chercher, mine de rien. Là, je trouve que justement, cette tension qu'il crée, qu'il construit tout autour de ce triathlon, bah finalement, le payoff, il est jamais vraiment là. T'es jamais vraiment rassasié de ce que t'es venu voir. Alors évidemment, t'as ce final un petit peu absurde sur lequel on reviendra, qui a le mérite d'être là et qui est plutôt rigolo et un peu original. Mais du reste, ça fait pas grand chose. Et voilà, je suis vraiment. Le deuxième visionnage a été vraiment un peu douloureux en fait. Ça m'a fait me rendre compte à quel point je n'aimais pas le film. Et ça m'emmerde de dire ça parce que quand on avait parlé à l'époque, avant qu'il ne sorte de Sous la scène, moi j'attendais vachement le truc. Parce que je dis là, il y a une sorte d'énorme terrain de jeu pour Xavier Jeance, pour faire valoir justement tous ces délires graphiques, mais pourquoi pas effectivement ces velléités politiques et sociales qui sont toujours présentes et qui sont là encore, hein, toujours présentes. Mais je trouve qu'effectivement c'est une sorte de gros coup d'épée dans l'eau, un peu maladroit, un peu. Je trouve que cette occurrence que moi j'avais entendu dire aussi par Dimitri, notre ami Landy Manché, Château Branlant, je trouve que c'est très très. On est vraiment dans ce truc-là. Ça ne tient pas. Voilà, j'ai pensé à lui, à l'ami Dimitri, parce que c'est un de ses mots préférés. Oui, c'est en plus à Paris, voilà, le château de Versailles n'est pas loin, donc pourquoi pas un petit peu. Il a dû prendre cher le château de Versailles à un moment, mais bon. Non mais oui, tu résumes bien l'idée. Alors moi, c'est vrai que de toute façon, une fois que je l'ai vu, après quand je l'ai revu, en le revoyant, j'essayais de voir, hein, j'essayais de comprendre. C'est comme je disais en intro, là, c'est essayer de comprendre ce qui va pas et ce qu'ils ont essayé de faire. C'est difficile, hein, mais je pense que c'est l'histoire d'un film qui a eu
plusieurs. Bon, à mon avis, il y a eu les contraintes de Netflix derrière, parce que tu parlais de la scène des catacombes. Ok, d'accord, mais bon, sur la photo, on sent quand même que il y a des moments même dans le grain ou dans l'ambiance globale, c'est très lissé, c'est très polissé, et tu n'arrives pas à ressentir Paris. Bon, ça, évidemment que ça n'a pas été tourné à Paris, hein. Enfin, il y a eu peut-être quelques scènes sur des quais vite fait, mais ça a été recréé en studio. La scène du triathlon, t'y crois pas vraiment. Pourtant, il y a du budget. Alors, je veux bien les CGI de requins. T'as un peu l'impression qu'ils ont pas bossé ça à fond en mode, de toute façon, on va faire une parodie. C'est comme s'il y a une partie de l'équipe technique qui pensait bosser sur une série Z. Derrière, dans l'écriture, ça pensait bosser sur une sorte de doctorat de la réflexion philosophique écologique. Et t'as Xavier Jeans au milieu qui essaye de faire un sujet qui lui tient à cœur, parce que c'est quelqu'un qui est proche de l'écologie, hein, je l'ai vu, je crois qu'il est un petit peu dans la mouvance Sea Shepherd, etc. Donc ça tombe bien dans l'idée du requin, justement. Et l'intro ne ment pas, c'est ses idées à lui, là, la pollution de partout, la bulle avec la tour Eiffel qui traîne là-dedans comme une sorte de foreshadowing de ce qui va se passer. On voit qu'il essaye de faire passer ce message-là. Mais derrière, ça a été un peu sabordé par le reste. C'est comme si tu avais des producteurs qui disaient, bon là, il faut des jeunes écolos un peu, voilà, avec des cheveux bleus, là, tu vois, les stéréotypes, c'est pas du tout ce qu'il aurait eu envie de faire, je pense, Xavier, là-dessus. Il faut mettre la police de Paris quand même pour que les réacs soient contents d'avoir des héros policiers. Je dis n'importe quoi, hein. Mais bon, t'as un peu l'impression que les producteurs de Netflix francophones, où on sait pas trop d'où l'idée a pu arriver à terme, enfin bon, on dit, voilà, on va essayer de réunir tout le monde, un petit peu comme la maire de Paris, qui semble être à la fois à droite et à gauche pour faire son Paris, tu sais, c'est un peu cette idée-là, hein. Et ça ne fonctionne pas parce que même dans le ton, on essaye de réunir tous les tons pour essayer de satisfaire ceux qui veulent une parodie, ceux qui veulent un film un peu plus cérébral, ceux qui veulent une réflexion politique. C'est pas comme ça qu'on fait un film, en fait. Il faut qu'on ait un point de vue, il faut qu'on ait une ligne directrice. Le film, on n'a pas. Et donc, on va retenir certaines scènes. Voilà, tu prends quelques scènes à part, c'est sympa. Mis bout à bout, par moment, tu te fais chier quand même. C'est trop blabla pour rien. Puis t'as une forme de redondance aussi, tu avances pas spécialement. Alors oui, à un moment, il y a une évolution des requins, on en parlera dans The Spoiler. Mais bon, j'ai pensé à un autre Spielberg, là. Je vais pas penser aux Dents de la Mer, mais bon, on en parlera après. C'est dommage. C'est qu'à vouloir essayer de convaincre et de plaire à tout le monde, on n'y arrive pas. Mais... c'est un cas d'école, et le cinéma, c'est pas essayer de plaire à tout le monde, ce n'est pas possible. Voilà. C'est vraiment, c'est vraiment un film cahier des charges, c'est un film étude de marché, on sent ce truc-là qui drive un petit peu l'écriture. Mais c'est Netflix, tout à fait. On voit beaucoup ça dans les films Netflix. Moi, je trouve qu'il y a 2-3 plans qui sont chouettes. Alors justement, parce que je trouve que parfois le lissage a du bon sur certains plans. Moi, j'aime bien, tu vois, le tout début, en fait, comme tu disais, ce plan sous-marin qui effectivement ramène à Colskin, effectivement, et qui est, je trouve, vraiment intéressant avec le Paris, enfin la Tour Eiffel en bouteille, etc. Et puis tout à la surface, ce champ de détritus avec cette baleine, je crois que c'est une baleine ou un baleineau mort, etc. Je trouve qu'il y a 2-3 visuels comme ça qui sont assez saisissants. Quelques secondes, c'est vraiment des petites choses que tu retiens comme ça. Mais malheureusement, en fait, ça va pas plus loin que la belle image, puisque de toute façon, il y a rien malheureusement derrière. Et pourtant, j'arrive pas à détester le film, si je puis être aussi peut-être sévère, mais j'arrive pas non plus à le détester, parce que, comme tu le dis, il y a quelque chose de Xavier Jeans dedans. Moi, je pense qu'il y a un discours qui est sincère, qui est honnête. Je dis pas que la production n'est pas cynique, mais j'arrive pas à mettre du cynisme du côté Xavier Jeans. Je pense qu'il fait ça avec honnêteté, qu'il fait ça avec envie, parce qu'on lui donne quand même l'opportunité d'avoir 19 millions, je crois que ça coûtait 19 millions à peu près, de faire un gros film de requin. Et moi, j'entends parfaitement que quand on t'offre cette opportunité-là, comme un gosse, t'as envie d'y aller, en fait, et t'as envie de le faire. Malheureusement, on se retrouve très vite pieds et poings liés à tous ces trucs-là, ces études de marché, à ces trucs, ces passages obligés qui essaient effectivement de ménager la chèvre de chou, de plaire à tout le monde, parce que, encore une fois, c'est Netflix. Non, mais j'arrive pas à dire autre chose. Il y a un truc qui me tue, par exemple, tu vois, passer l'introduction, tout ça, bon, ok. On est plus proche de Peur Bleue. Je sais pas si tu l'as vu aussi, Peur Bleue. Il y a cette idée aussi avec des scientifiques qui essaient de se débattre avec des requins, mais bon, ça tourne mal. C'est sympa, hein, Peur Bleue. Mais je préfère Peur Bleue, moi, pour le coup. Je m'amuse plus devant Peur Bleue, voilà. Il y a une forme de huis clos intéressant, de toute façon, aussi. Ouais. Il n'y a pas Samuel L. Jackson, d'ailleurs, dans Peur Bleue, j'ai un doute. Si, oui, tout à fait. Il meurt lamentablement, d'ailleurs. Oui, voilà. Mais voilà. Et alors, le truc, après cette introduction, la façon dont on présente Paris, est-ce que tu te souviens comment on présente Paris?
avec la statue de la liberté locale, Tout à fait. pour bien montrer que ça va être à l'international. Hein. C'est assez, ça c'est un des détails qui fait qu'il y a une production Netflix derrière qui voulait transporter le truc. Il y avait les JO qui sortaient, on sent le coup de com'. Oui. Et ça, d'ailleurs, ça parasite aussi le film. Cette épreuve de triathlon, machin, tu vois. Du coup, on y revient avec la mairesse qui dit oui, moi je veux du positif, voilà, débarrassez-vous de ce poisson. Bon, en mode elle n'y connaît rien, mais bon, c'est pas grave. Avec son assistant là, le lèche qui est très drôle. Ah non, mais tu vois, ça parasite ce que voulait faire Xavier Jean, sûrement un truc aussi, peut-être que ce que Yannick Dahan voulait faire, un truc plus gorasse, plus rentre dedans. Bon, après, le réalisme là-dedans, mais alors, c'est écrit un peu à l'arrache, quoi. Hein. Dès l'intro, de toute façon, tu le vois, hein, quand elle est attirée sous l'eau, normalement, bon, les tympans, je veux bien, mais elle doit mourir sous la pression. Hein. Il y a plein de trucs comme ça. Remarque, elle peut se préparer pour les JO au grand plongeon, hein. Elle aurait eu la médaille d'or. Hein. Mais voilà, il y a plein de trucs comme ça où tu sens que tu peux pas. Au début, c'est très sérieux et très dur hein, comme film. Enfin, les 3 premières minutes, l'intro, quoi. Et d'emblée, t'as l'idée du truc, elle est plongée, elle ressort de l'eau comme ça, au ralenti. C'est une pub, ça me rappelait une pub des années 80 ou 90, quoi. Cette sortie de l'eau et tout. Pas une pub pour une sorte de pastis ou de, je sais pas quoi, là, de boisson fraîche. Non mais, à vérifier. Et tu peux pas prendre le film au sérieux à partir de là, quoi. Et pourtant, le film part sur des bases sérieuses avec une citation de Darwin qui, quand tu la mets en écho à la fin du film, est intéressante et intelligente. Voilà. Mais ça qui est très très bizarre, effectivement, c'est qu'il y a des, tu le dis très bien, il y a vraiment un parti pris très très premier degré qui au contraire ne me dérange pas, mais c'est parasité par le fait que, comme tu le dis très bien, il y a plein de trucs qui ne marchent pas en termes de réalisme, alors que le film veut quand même, a une sorte de vérité à devoir se caser dans une sorte de réalisme scientifique avec Darwin, au moins théorique. Et le problème, c'est qu'il ne respecte pas. Alors, je veux dire, soit c'est vraiment la foire à la saucisse et on fait n'importe quoi, et c'est du Sharknado que je n'aime pas au demeurant. Soit on est dans le côté hyper réaliste, en tous les cas théoriquement, pour pouvoir amener quelque chose, une réflexion sur justement notre rapport à la nature, etc. Mais là, on est vraiment continuellement entre les deux. Donc, quand c'est trop sérieux et que il y a des problèmes de cohérence véritablement scientifiques ou théoriques, bah, ça casse tout en fait. Soit pour le coup c'est la pantalonnade, mais quand c'est la pantalonnade, ça va pas non plus jusqu'au bout. Donc c'est super chiant en fait à appréhender, vraiment très très chiant. Ouais, et puis la gestion de l'apparition du requin, dès le début on nous en donne trop, ou les 3 premières minutes. Alors ça se veut l'héritage des Dents de la Mer, mais pas du tout, parce que Spielberg c'est pas l'approche. Donc on voit trop très très vite, et puis bon c'est à la fois sérieux et on en voit trop. Donc là oui t'as l'impression d'avoir une série B quoi. Puis ça bascule après plus vers le Z. Alors bon entre le B et le Z, hein, tu vas me dire il y a beaucoup de lettres, hein, mais c'est toujours pareil. Et c'est vrai que après qu'il y a un aspect politique, en soi le film essaye, mais bon tout est appuyé à 1000% dans tous les sens, dans les stéréotypes. Bon les pauvres jeunes écolos, moi, ça me fait de la peine hein, parce que il y a des jeunes militants et tout qui sont beaucoup plus intelligents que les personnages qu'on nous dépeint là, quoi. Donc ça fait un peu film de boomer d'un coup où on essaye de les mettre tous dans le grand bain et ils vont se faire bouffer quoi. Je sais pas quel est le message à ce niveau-là. Et puis à un moment d'ailleurs on sort les grosses mitraillettes à l'américaine pour tirer sur le requin aussi. Je sais pas si tu te souviens. Enfin, pas les mitraillettes mais les gros guns machin. Ça aussi c'est un peu grossier quoi. Alors on sait pas si c'est vraiment Netflix qui a dit allez faites-nous du bourrin à la Rambo à un moment aussi. Moi je pense qu'il y a eu des obligations derrière. Voilà. Je pense qu'il y a eu des obligations. Alors Xavier Jean c'est pas grave, il s'est dit on va se faire plaisir, on va s'amuser. Et il a peut-être pas pu déstéréotypiser le tout. Peut-être qu'il y a eu des coupes au montage aussi, j'en sais rien moi. On sait jamais trop hein. Mais ouais. Après on peut passer direct dans la zone spoiler, je pense. Oui. Parce que, allons-y, spoilons gaiement. Voilà, parce qu'à un moment, bon, il y a une évolution. Darwin, il nous le dit. Hein, attention, hein, la scène, c'est quoi la citation d'introduction là que ceux qui survivent, c'est les espèces les plus fortes et intelligentes, quoi. Non, c'est pas justement. Suffit pas d'être fort ou intelligent, mais il faut aussi s'adapter au changement. Donc le discours écolo, il est là. Donc c'est intéressant parce que Kolskin, c'était le début, c'était une citation de Nietzsche, et Nietzsche aimait beaucoup les travaux de Darwin, je crois. Voilà. Il me semble, oui, tout à fait. Et là, donc bon, là, il n'y a pas de monstre. Enfin, ça aurait pu être une citation sur un monstre. Hein. Comme je disais tout à l'heure, le monstre est peut-être ailleurs. Il y a le monstre politique, le monstre des personnalités hors sol aussi, oui, bien sûr.
Et donc à un moment, bah, Lilith va évoluer. Déjà, elle grandit très vite, Lilith. Et je pense à une chanson de Pierre Perret aussi, mais c'est pas du tout Lilith, c'est Lily. Bref. Non, mais c'est vrai. Elle arrivait du Pacifique, Lilith. Voilà. Pour retourner le tout Paris, Lilith. Voilà, on pourrait faire une chanson comme ça. Mais voilà, elle va évoluer et elle va mettre bas par elle-même. Donc, en gros, comme Jurassic Park, quoi. Ben, totalement, voilà. La vie suit toujours son chemin. Tout à fait. Alors là, j'ai beaucoup ri. Au deuxième visionnage, je me suis encore plus rendu compte. C'est vraiment très Jurassic Park, quand même. Elle s'est adaptée. Voilà. Et du coup, il y a plein de requins partout. Voilà. Et les petits requins, les gros requins, voilà, le nid des requins et tout ce qui se passe dans les catacombes. C'est sympa, mais il y a quand même, je trouve, sur la photo et sur certains trucs de montage, bon, ça marche bien quand c'est sous l'eau ou quand c'est dans l'eau. Oui, tout à fait. Les scènes sous-marines fonctionnent bien mieux que celles au-dessus de l'eau. Elles fonctionnent bien mieux. Voilà. Puis après, bon, il y a la scène, on peut jumper sur la scène du triathlon final. C'est un peu fouillé quand même. D'ailleurs, ils vont faire un triathlon, d'accord, mais bon, après le triathlon, elles sont où les deux autres épreuves? Parce que là, c'est pas que la natation, c'est jamais mentionné. T'as l'impression qu'ils nagent pendant des heures pour rien en faisant du surplace en plus, hein, dans la scène. Et t'as Monsieur Poulpe qui se fait bouffer. Ouais, il y a un poulpe qui se fait manger par un requin, c'est rigolo. Le film, ils s'en foutent. D'ailleurs, on les voit, là, tous les acteurs et tout, ça a été tourné dans une sorte de grand bain. Ils ont pied. Ouais. Ils touchent le sang. Attends, mais sérieusement, si tu fais attention aux détails. Et il y a ces visuels, effectivement. Alors, il y a Monsieur Poulpe et il y a la jeune activiste, la Mika, qui se fait dévorer. Et il y a ces deux plans qui reviennent sur une sorte d'effet de jaillissement du requin en plan zénital qui chope le truc. C'est absolument ignoble visuellement. C'est très compliqué, en fait. Vraiment, c'est dur. Ça me fait vraiment chier parce que c'est censé quand même dans une certaine mesure des money shots, donc quand même quelque chose d'un peu spectaculaire. Et ça marche jamais vraiment. C'est un peu terrible parce que c'est même pas drôle, même pas spectaculaire ou pas dégueulasse. Il y a quelle que soit en fait la tonalité sur laquelle tu le veux prendre, ça ne marche pas et c'est vraiment terrible. Et il y a plein de moments comme ça effectivement où ça met avant d'arriver à ces deux séquences là qui sont les deux seules séquences véritablement un peu spectaculaires vraiment du film, bah faut quand même effectivement se taper des tunnels de dialogue avec quand même parce que j'avais envie de parler de ça, un truc qui moi m'a aussi beaucoup emmerdé en voyant le film et en le revoyant. C'est quand même pour le coup l'acteur de Farang, donc Nassim Niasse, qui est vraiment relégué au second plan, qui n'a vraiment rien à jouer et c'est un peu triste parce que c'est un acteur que je trouve vraiment assez brillant. On avait dit tout le bien qu'on en pensait sur Farang et là qui est vraiment relayé à un rôle qui n'a pas vraiment d'intérêt. D'ailleurs là, je trouve que le sort de la relation qui se tisse avec le personnage de Béatrice Bejo, c'est vraiment écrit, mais moi je me pose pas. Qui a écrit ça ne fonctionne pas. C'est terrible. C'est juste leur cahier des charges. Il fallait qu'il y ait une petite romance là. Ça ne fonctionne pas. Le basculement du vouvoiement au tutoiement dans le sorte d'aquarium où il vient s'excuser pour ça, c'est catastrophique la manière dont ça vient. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ont été coupées dans ce dialogue, mais ça vient de manière complètement vraiment aléatoire et c'est hyper gênant en fait parce que tu sens que même eux, enfin moi c'est l'impression que j'en ai eu, ils sont pas forcément à l'aise à jouer ça parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils jouent. La manière dont on va se tisser leur relation est vraiment hyper bizarre. Et ça me gêne vachement parce que c'est des acteurs que j'aime beaucoup et je trouve que là on leur donne pas grand chose à bouffer, ils ont pas grand chose sous la dent pour faire quelque chose en fait, c'est un peu triste. Ah, parce qu'il fallait que ce soit les requins qui aient les choses sous les dents, hein, c'est pour ça. Oui. C'est l'idée. C'est-à-dire que, non mais, c'est triste parce qu'en plus, bon, on insiste bien que ça va être les deux derniers survivants, tu vois. Enfin, les deux derniers survivants, à voir, peut-être que la mairesse a survécu de sa plongée, oui, c'est vrai. Je sais pas. Elle fait une belle plongée, d'ailleurs, très beau plan aussi avec Patrick Ligardès qui joue le préfet de police. Tout à fait. Et là, dans Frontières, là, ils prennent l'eau. Hein. Comme le film un peu, d'ailleurs. Mais même pareil, ce personnage, il aurait pu être tué de manière vraiment méchante parce qu'il est énervant, il est horripilant. Même ce truc-là cathartique, il le fait pas en fait. C'est un peu dommage. Oui, ils n'ont pas fait bouffer la mer de Paris, c'est quand même. Alors peut-être que ça aussi, ça a été mis par les producteurs en mode oui, bon, vous faites une parodie de votre Valérie Pécresse à Hidalgo, ne la faites pas mourir quand même parce qu'on va avoir des problèmes. Je sais pas. Imagine, elle débarque dans le 2 en mode Survivor avec un bandana dans les cheveux. Elle dit bah non, ça va chier. Non, ça ce serait drôle. C'est Jésus 2 le retour après. D'ailleurs, on va avoir cette année au cinéma un Jésus 2 par Mel Gibson. C'est pas une. Je serais curieux. Mais voilà. Et puis bon, cette fin, alors
Bon, je veux bien. En plus, c'est du set-up payoff tout le temps, mille fois dans le film. Attention, il y a des trucs dans la scène, il y a des obus et tout, faut pas faire n'importe quoi. Bon, alors moi je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment autant d'obus que ça dans la scène? J'espère que non, parce que c'est très inquiétant. Oui, ça. Ouais. Et alors, à la fin, mais c'est festival. Bon, évidemment, ils canardent. Alors, c'est pour ça qu'ils ont sorti la mitraillerie lourde, là, canarder les requins. Tout ça pour la débilité humaine absolue. Hein. Remarque, on se moque de l'humain dans le film. Je veux bien. Oui, pour le coup, là. Non, bon, les obus qui explosent. Mais alors, ok, ils explosent 1, 2, 3 ponts. Donc déjà, bon, la réaction en chaîne. Mais ça suffit à inonder quasiment tout Paris, ça? Waouh! Eh ben, dis donc, la montée des eaux. Alors là, du coup, c'est un phénomène climatique qui est tourné en dérision, quoi, presque. Hein, mais bon. Là, t'as l'impression qu'à la fin, c'est en mode, bon, on finit comment le film? Bon, écoute, mon cher Xavier, on va tout faire péter. Hein. Mais bon, cette fin, qu'elle n'ait pas de sens, c'est pas grave en soi. Ok, mais bon, c'était pas axé ultra parodie assumé pour qu'on en arrive là. Mais tu es là et tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi ça finit comme ça en fait? Quel est l'intérêt d'une fin comme ça? Bon, oui, annoncer un 2 post-apo. Ça va être vite vu post-apo, quoi. Ça va, c'est peut-être 1 ou 2 arrondissements qui sont noyés. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Oui, il y a des requins dans la ville. Il va y avoir l'évolution ultime. Les requins vont avoir des pattes et vont pouvoir respirer l'air. Ça s'appelle quoi? Après, c'est que le générique montre effectivement toutes les villes qui sont envahies par les requins au fur et à mesure. Donc, il y a quand même ce côté-là où le monde est colonisé progressivement par les requins. Mais ça, alors moi, il y a un truc que je peux sauver quand même dans cette fin-là, un tout petit truc. Moi, j'aime bien l'idée que finalement le requin s'en sorte, puisque finalement à la fin des films de requins de Sarkozy, les requins finissent toujours par être abattus par l'homme, et donc l'homme a raison de la nature. Là, il y a quand même ce truc-là, très Jurassic Park, tu l'as dit, hein, finalement, où la nature trouve toujours un chemin, et l'homme, quoi qu'il essaie de faire pour enfermer dans une bulle la nature finit toujours par sortir et par sortir de son étreinte. Donc ça marche plutôt bien sur le papier, encore une fois, mais effectivement, dans la réalisation. Ça n'a aucun sens. Alors encore une fois, c'est rigolo parce que là, pour le coup, tu parlais de la descente dans l'alphabet. Là, pour moi, vraiment, le climax, c'est du Z. Ça a le mérite d'être assumé et d'être un peu rigolo, mais ça n'a aucun sens. Vraiment. Alors ça, si effectivement, tu l'as dit au vu de la citation de Darwin, finalement, la boucle se boucle à la fin et ça a un peu de sens. Moi, je trouve que par rapport à la fin, notamment de Colskin aussi, où la créature finit par repartir dans les eaux et ça a un peu de sens. Je trouve que ça a fait un peu écho à Colskin sur au moins le début, sur la fin, avec cette boucle qui boucle. Mais encore une fois, dans la mise en pratique, c'est catastrophique. Ouais, c'est vrai que Xavier Jean, il veut quand même faire triompher ce requin un peu d'une certaine manière à la fin et montrer la bêtise humaine. On remarque, c'est intéressant. Ça. Je pense que il en a un peu marre de ses congénères aussi, Xavier Jean. Enfin, mais bon, il accepte quand même un beau budget à 20 millions pour faire un film. C'est bien, hein. Après tout, il s'en cache pas non plus. Il a envie de s'amuser avec ce qu'on lui propose. Il fait son métier tant qu'il peut continuer à faire des films. Ça, on a toujours dit dans nos retours sur Xavier Jean que on voyait que il était prêt à relever des défis. Et ce défi-là, il l'aurait certainement mieux relevé s'il avait pu avoir plus de, peut-être pas de créativité, parce que oui, la créativité en tant que telle, en tant que metteur en scène, il a quand même le dernier mot sur certains partis pris, mais sur l'ensemble, quoi. On sent que on lui a dit bon, et là, il faut vraiment ça, puis pas trop ça, puis un peu ça, puis allez là, à un moment ça. Puis t'as Yannick Dahan derrière, il dit oui, bon, moi j'ai écrit la scène comme ça, on l'a fait comme ça. Voilà, donc j'imagine qu'il était là en mode bon, bah écoute, hein, je suis payé, je vais faire ça comme ça, puisque vous voulez qu'on fasse ça comme ça. C'est ce il l'a déjà vécu sur Hitman, Crucifixion, tout ça. Il l'a déjà vécu en soi. Puis Budapest, bon, là, c'est un bon souvenir pour lui. Il a fait ça aussi pour rendre service à des potes. Donc il aime bien être le faiseur de temps en temps. Peut-être que ça lui enlève une certaine pression aussi. Et là, le problème, c'est que là, pour le coup, alors, il ne dira jamais si jamais il y a vraiment des écueils qu'il a trouvés dans le produit final de son film, il le dira jamais parce qu'il est sous contrat et c'est normal. Mais bon, par rapport à un Colskin ou un Farran, quand même, on voit qu'il a eu moins de liberté. Bah ouais, ça, ouais, c'est sûr. Ouais. Et on voit qu'il est capable surtout de faire des films super sérieux. Il n'est pas ultra dans la parodie. Bon, Budapest, c'était une comédie. Et ça lui va pas forcément trop, hein, Xavier Jean, cette parodie-là, finalement. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais il aime plus être dans lui qu'il est dans la psychologie humaine, en plus. La parodie, ça va peut-être pas trop avec.
parfois. C'est vrai que moi j'aime bien son côté plus grave, plus noir, plus sombre en fait. Je trouve qu'il gère très très bien ce truc-là, beaucoup plus que la pantalonnade Gonzo là qui fonctionne pas des masses en fait. Je trouve qu'il se démerde bien là-dessus en fait. Et je trouve que c'est encore une fois c'est le gros problème de Sim, c'est que moi ce serait une question certainement à lui poser peut-être un jour, je sais pas. Mais moi c'est une vraie question que j'aimerais lui poser. C'est quelle a été la note d'intention véritable derrière en fait. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et ça qui est super intéressant. Quand même, de mon point de vue ou de ton point de vue subjectivement, pour moi ça ne fonctionne pas. Mais moi ce qui m'intéressait c'est de savoir ce qu'il a voulu faire. Si justement il a voulu être dans la comédie, dans la satire politique aussi, dans la Sharksploitation, un peu gonzo, ou est-ce qu'il a voulu faire effectivement un truc beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dramatique? Est-ce qu'il a voulu faire un petit peu tout à la fois pour essayer de donner une sorte de palette d'émotions un petit peu différentes? Je sais pas, c'est très très curieux, j'aimerais bien savoir justement. Comme tu disais, il est sous contrat, donc il peut peut-être pas tout révéler, mais je serais vraiment intéressé en fait, et peut-être que ça me ferait revoir un petit peu différemment le film, de savoir un petit peu quelle a été la note d'intention derrière ça. Puis je pense que c'est le style de personne qui est très intègre, qui ne crachera jamais sur les gens avec qui il a travaillé, même s'il a des regrets et tout. Je l'ai jamais vu dire du mal trop sur Hitman. Sur Hitman, il l'a dit qu'il n'a pas trop, qu'il a pas tout maîtrisé et tout, mais il a jamais dit du mal, hein. Tout à fait. Enfin, il y a eu, bon, donc là, il dira jamais du mal, et peut-être que lui, il arrive, par rapport à ce qu'il avait en tête et ce qu'il a fait sur le moment, il a sa perception à lui, peut-être qu'il arrive à se dire que ce produit final, bah, il est quand même satisfait de certaines choses, quoi. Peut-être qu'il voit aussi le verre à moitié plein. Je pense. Voilà. Il y a des trucs qui vont le déranger peut-être, mais lui, bon, c'est comme ça, j'ai fait ce que j'ai pu, et de mon point de vue, j'ai fait du mieux que je peux. Voilà. C'est peut-être que ça, c'est peut-être ça aussi. Mais peut-être qu'un jour, on lui posera la question. Et, tout à fait. Par contre, ça sera vers la fin de sa carrière, parce qu'après peut-être qu'il aura plus de boulot si jamais il se livre trop. Non, mais s'il nous écoute, et je sais qu'il nous écoute souvent, on le salue et on sait que c'est difficile de faire un métier comme ça. C'est très difficile de durer dans le métier. Hein. Il faut faire des choix. Moi, j'ai des amis qui bossent dans la critique, enfin qui veulent bosser dans la critique cinéma. C'est pareil, c'est très dur. Ils sont obligés d'être un peu corporate, à droite, à gauche. Et c'est comme ça qu'on se fait une place dans le monde aussi. Nous-mêmes, dans notre travail d'enseignant, il faut être corporate, parce que si on disait tout ce qu'il veut, voilà, on doit travailler avec des gens. Il y a des journées où on n'est pas satisfait du truc, mais on va pas le crier sur tous les réseaux sociaux ou autres, voilà, quoi. Donc, c'est comme ça. Et il arrive quand même à créer des choses. Et là, on sent, elle est là, sa patte. Il n'y a pas de souci. Oui. Et je pense sincèrement qu'à la base, il a accepté ce projet parce qu'il y avait cette idée écologique qui l'intéressait, qu'il voulait mettre en avant. Déjà, dans Codskin, il y a ça aussi, hein. L'homme face à la nature, ou ici, enfin, oui, tout ce qui est autour de la nature, l'impact de l'homme, la guerre, hein, c'était ça dans Codskin, il y avait une idée de guerre aussi. Bien sûr. Et là, bah, c'est une autre forme de guerre aussi, hein, avec les obus qui traînent là, c'est peut-être les obus de Codskin, d'ailleurs, de la même époque, c'est peut-être possible. Donc il y a ça. Et peut-être il s'est dit, je vais faire ce projet aussi pour récupérer de l'argent, parce que Netflix, je pense, paye bien. Ça, c'est sûr. Et il était peut-être sous contrat après Farang aussi, hein. Tu sais, il y a bien sûr, c'est possible. Qui prennent des contrats. Je crois que David Fincher, il est en contrat, et le pauvre, il est en train d'un peu s'enliser dans Netflix. Mais bon, à voir combien il a signé. Il a peut-être signé pour 5 films Netflix, et se dira, avec ça, dans 10 ans, je vais faire l'œuvre ultime de ma vie. Peut-être qu'il a envie ultime et tout. Donc là, il va peut-être faire Sous la scène 2. Du coup, s'il est sous contrat, il fera Sous la scène 2 parce qu'ils vont lui demander. Mais peut-être que là, peut-être qu'on peut finir là-dessus. Qu'est-ce que tu espères de Sous la scène 2, toi? Parce que ça peut être plus mondial. Déjà, ça s'appellera peut-être pas Sous la scène 2. Parce que ça n'aurait aucun sens que ça s'appelle encore Sous la scène. C'est vrai. Mais Sous la mer, sous l'océan, sous l'océan. Sous l'océan. Non, mais en fait, honnêtement, même si encore une fois, là, je suis très peu enclin à apprécier le film, j'ai toujours cette envie de découvrir ce qu'il fait après, en fait. Et je sais que pour le coup, le film ayant été un gros succès, je pense qu'il y a des tas de gens qui ont apprécié. J'ai vu même d'ailleurs, j'étais étonné de lire autant de critiques en me baladant un petit peu sur Internet hier à la suite du visionnage. J'ai vu pas mal de critiques positives, donc peut-être encore une fois que je suis ou que nous sommes, je sais pas, que nous sommes à côté du truc, je sais pas du tout. Mais voilà, moi j'attends malgré tout avec beaucoup d'impatience en fait la suite. En fait, ça ne tue pas l'amour que j'ai pour ce mec-là et son travail en fait, parce que tu le dis très bien, il y a des choses à l'intérieur qui sont du Xavier Jean, c'est pour lequel le film reste bien plus attachant que tout un tas d'autres bouses cyniques. Là, c'est un truc raté, mais qui est pas cynique et dans lequel je trouve une personnalité
avec qui j'ai des accointances et que j'aime bien, en fait, quoi qu'il arrive. Et donc, sous la scène 2, si c'est Xavier Jeance qui se retrouve à la réal, moi, je veux quand même le voir. Je suis quand même curieux. Je me dis, là, ils ont fait quelque chose à la fin qui, au demeurant, est un peu rigolo. C'est du porte-nawak, mais c'est rigolo. Qu'est-ce que tu peux me faire derrière? Moi, j'ai quand même envie. Là, tu me fais une proposition au bout d'1h43 de film. Pour être honnête, je me suis un peu fait chier penser 1h40. Et tu as soudainement, dans ces derniers plans, t'as titillé un peu ma curiosité. Là, tu me proposes un truc, certes peut-être complètement con, mais qui peut donner lieu à quelque chose. Et qui est un peu original et que j'ai pas forcément vu ailleurs. Donc, moi, je ne demande qu'à voir. Et voilà, connaissant un petit peu l'individu par sa filmographie en tous les cas, je n'ai pas la prétention de dire que je connais Xavier Jeance, mais en tout cas, on connaît quelque chose de lui parce que forcément, il met de sa personnalité. Ça fait partie de ces individus très généreux qui mettent d'eux-mêmes dans leurs films. Appréciant l'individu et ce qu'il me transmet par ses films, moi j'ai envie de voir ce qu'il va me proposer par la suite, malgré tout. Donc merci quand même Xavier pour ça. Oui, et puis si on peut lui offrir le scénario, voilà, et le final cut de la suite. Oui. Je crois que de mémoire, alors à coup sûr il a fait Frontières au scénario, mais a-t-il scénarisé d'autres de ses films? J'ai un doute. Je pense pas, hein, parce que je sais que c'était des Espagnols qui avaient travaillé sur Cold Skin. Mais bon, il a déjà travaillé, en tout cas, ce qui est certain à 100% sur Frontières, mais je crois que depuis, peut-être Farang. Ouais, il a co-scénarisé Farang aussi. Voilà. Et The Divide, c'est pas lui, c'est pas lui qui a scénarisé The Divide. Non, c'est voilà, de production américaine. Mais ouais, ça serait intéressant qu'on lui fasse plus confiance, je pense. Maintenant qu'il a réussi à porter le 1 à ce succès Netflix, qu'il arrive et dit bon, est-ce que je pourrais avoir un peu plus de contrôle? Enfin, il peut se le permettre, il peut essayer de demander, quoi. Et voir ce qu'il arriverait à faire, un film post-apo. Alors, techniquement, il l'a fait un petit peu avec The Divide, alors c'est pas pareil. Mais comment il gérerait le post-apo? Remarque, sur la réaction des gens et tout, face aux requins partout, il a de quoi déjà, il a déjà fait quelque chose à ce niveau-là. Tout à fait. Il a déjà fait quelque chose. Et après, voir exactement où ça va. Parce que là, j'avoue, je vois pas exactement ce que ça va devenir. Oui, il y aura des requins partout. Voilà. Bon. Oui. Et que faire? Que faire de ça? C'est ça. On verra peut-être un président qui va être un mix entre Sarkozy, Hollande et Macron, joué par Grégory Gadebois ou je sais pas quoi, qui a déjà joué François Hollande dans un film. Tout à fait. Non, mais voilà, vous trouvez un acteur pour jouer une sorte de président français mégalo, et pas que français d'ailleurs, hein, voilà. Et qui essaie de recréer un tissu social au sein de ce monde qui s'effondre. Et là, vous le faites, il faut qu'il soit bouffé à la fin, sinon c'est pas drôle. Ouais, tout à fait. Et c'est ça oui, en tout cas, la maire de Paris, c'est sûr qu'elle fera plus rien politiquement après ça. Ça, c'est sûr. Si elle a survécu, elle peut démissionner, même, j'ai envie de dire. Mais ça serait intéressant de voir, tiens, elle a démissionné, elle devient un personnage qui va aider, elle dit oui, je veux réparer les fautes. Voilà. Il faut que ça redevienne positif, le monde. Ah, ça serait drôle. Elle, avec Patrick Ligardès, là, en mode rédemption. Ça pourrait être drôle. Moi, j'achète pour ça. Un président mégalo, ouais, voilà, vous trouverez un acteur qui ira bien pour ça, je pense. Mais oui, il y aura une suite, ça c'est sûr. Ouais. À voir ce qu'ils vont en faire. Et pour l'instant, on ne sait pas si Xavier Jeance remplit. Hein, d'ailleurs, on ne sait pas. On sait qu'il y aura une suite, mais est-ce que les mêmes gens seront derrière? Je sais pas. D'habitude, les suites Netflix, ils les donnent aux mêmes gens. Normalement, oui, c'est ça. Tyler Rake, c'était la même personne. Tout à fait. Je n'ai vu que le premier de Tyler Rake, d'ailleurs, parce que voilà, à un moment. Et, à la fin, je me suis dit, il faut pas déconner. Moi, les problèmes Netflix, d'ailleurs, on a beaucoup de films comme ça. Mais bon, ouais. Oui, que dire pour conclure? Sous la scène, c'est c'est autour ou sous la moyenne, je ne sais pas. Voilà. Moi, je suis généreux, je garde mon 5 sur 10, mais tu sais, c'est le 5 en mode. Franchement, j'aurais pu mettre 2 ou 3. Un 5 bienveillant. On vous demande beaucoup de faire ça parce que j'arrive pas à le voir. Moi, j'arrive quand même à le voir comme un truc pas sérieux. Oui. Hein. Alors, le problème politique, on n'a pas trop parlé, mais je sais pas si c'est Xavier, que Yannick Dahan est un petit peu plus boomer, peut-être. Je ne sais pas. C'est difficile à dire de savoir pourquoi ils ont tourné autant en dérision les jeunes écolos. Oui, je trouve que c'est pas. Je sais pas quel est le message qu'ils ont voulu envoyer à la jeunesse là. C'est un peu étrange, je suis d'accord, c'est un peu. Qu'il aurait fallu qu'il y en ait au moins une, qu'elle reste héroïne jusqu'au bout.
tu vois, avec le duo. Ouais. Avec le duo. Mais bon, il fallait qu'il y ait l'amour entre les deux, donc c'est peut-être pour ça que c'est peut-être juste pour C'est ça. possible aussi, oui. Mais bon, à suivre. Mais, À suivre, ouais. Mais moi, j'en profite juste pour faire une petite reco derrière, dans la foulée, parce Oui. que j'ai pensé à ce film-là, en fait, en revoyant Est-ce que sur tu as la scène. pensé à Crawl? À Crawl, non? Oui, alors moi, que j'ai un film que j'aime bien. J'aime bien Voilà. Crawl. Aussi. Encore Mais j'ai Alexandre pensé Aja. et Alexandre Aja encore, et j'ai pensé surtout à un autre film avec Bérénice Bejo qui affronte un gros animal qui est très très gros et qui est très violent et qui bouffe des gens. Moi, je vous conseille très fortement parce que j'aime bien le film. Alors, c'est un film qui est complètement imparfait, qui est un peu branque, qui a pas de thune, mais c'est plutôt chouette. Ça s'appelle La Traque, c'est réalisé par Antoine Blossier et ça date de 2011 et c'est une sorte de mix entre un Chabrol et Razorback et c'est un peu étonnant. C'est un peu curieux. Bérénice Bejo est très très bien dedans et je trouve qu'elle est bien mieux que malheureusement dans Sous la Seine. Et je trouve que globalement, voilà, ce mix entre gros animal très dangereux qui est un gros sanglier, donc Razorback de Russell Mulcahy, et puis ce côté plutôt de travailler les rednecks australiens comme c'était le cas dans pour le coup dans Razorback. Là pour le coup c'est la petite bourgeoisie française. Alors je sais plus dans quelle région ça se passe et il y a un côté un peu, on sent l'inspiration chabrolienne derrière et j'aime bien le film. Donc si vous avez l'occasion pour le coup, si vous aimez les films de monstres géants, enfin d'animaux très dangereux et très très grands et un peu trop grands par rapport à la réalité, et ce côté un peu bourgeoisie dans lequel il y a quelque chose qui bouillonne, qui est pas très sain et qui, voilà, petite bourgeoisie française, c'est assez intéressant. C'est un film très très curieux, ça est donc par Antoine Blossier. Oui, en 2011, à ne pas confondre avec La Traque, sorti en 1975 avec Jean-Pierre Excellent Mariel, qui est survival. un film bien violent aussi. Un des plus bon grands film, survival français. Ouais, qui fête ses Incroyable. 50 ans cette année. Tiens, j'y pense, je vais peut-être le traiter sur ma chaîne cette année. J'aime bien Incroyable les film. compterons. J'aime bien les compterons. Donc, ouais, non, oui, c'est un film qui est très dur, hein, La Traque. Hein. Ouais, très très dur par contre, oui. Voilà. Mais c'est marrant qu'ils aient repris le titre. Je sais pas si c'était volontaire, mais voilà. Mais c'est vrai, et Razorback que j'ai eu la chance de découvrir autour du dernier Halloween et qui est bien dans la Housploitation aussi. Un vrai C'est film marrant que tu en d'exploitation. parles parce que j'y ai pensé hier à Razorback parce que j'ai découvert Walkabout, la randonnée de Nicolas Ouais. Roeg. C'est très Il y a, bien. voilà, il y a des parentés. Et c'est un film très, 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 très intense, Walkabout. Voilà. C'est super, On n'est pas super. dans l'horreur psychologique, là, le survival étrange. Voilà. Comme quoi, Mais c'est tout nous ramène à tout. On passe de sous la scène très aquatique au désert australien. C'est beau. Mais c'est bien parce que ça nous aura, Sous la Scène nous aura quand même permis de parler de ces films-là, donc c'est super cool. Ça fait au moins 3 recos hyper chouettes à voir, donc allez voir pour le coup Nicolas Roeg, allez voir le Antoine Blossier si vous avez l'occasion, et allez voir Razorback de Russell Mulcahy parce que c'est quand même vachement cool. Et aussi la traque de Serge Leroy. Et aussi j'ai oublié la traque de Serge Leroy, donc 4 recos. C'est mortel, voilà, la traque vraiment. Bah écoute, un immense merci à toi Julien pour avoir parcouru avec moi la carrière de Xavier Lance, donc à date, puisque bien sûr ça va évoluer. Et puis je pense qu'on va se retrouver de toute façon d'ici quelques temps pour peut-être explorer une autre filmographie française. On avait parlé de Pascal Logier. Il y a ce film de Yannick Dahan et Benjamin Rocher aussi que nous pourrions discuter. On va y réfléchir, mais on va revenir certainement sur le cinéma de genre français d'ici quelques temps. Mais nous allons pour le coup changer de filmographie. Voilà. Et puis chez toi, je viens parler de ces réalisateurs français de genre et chez moi, t'es toujours le bienvenu, enfin français ou francophone du coup. Et chez moi, t'es toujours le bienvenu évidemment. Et ça, les gens le savent pour parler de Takashi Miike. On vous prépare là aussi un autre qui sera très personnel pour toi. On expliquera pourquoi. Oui, très très perso celui-là. Où t'as joué un zombie? Non, ça c'est un autre film. On a pas. Oui, on est en train de spoiler des trucs là. Il y a trop de choses là. Non, mais c'est pas vous allez voir, les gens vont être surpris un jour là. Oui, on va ça va être des belles anecdotes. Hein. Encore un grand merci à toi Julien. Et puis on se retrouve très vite sur ta chaîne et ici aussi sur la chaîne. Et puis je vous fais des gros bisous à tous. Et puis merci encore Julien. À très bientôt. Salut. Merci à toi. Bisous, bisous. Merci à toi. Bisous.